Ce qu'on va faire, du coup, c'est je vais faire le TD là, je vais, comme si c'était un tableau, en fait, et ce sera diffusé en même temps aux collègues. Et puis la séance sera enregistrée et je vais essayer de la mettre sur Moodle. Bon, je ne pas que ça va être impeccable, mais voilà. Ah, bah, c'est bon, ils m'entendent. Hop. Voilà, donc alors, on va surtout commencer par reprendre un peu le TD2. Parce que dans l'interro, j'avais posé une question sur la recherche dichotomique. Et bon, j'ai vos copies, mais je les rendrai à la fin parce que sinon, pour ceux qui sont à distance, ça n'a pas d'intérêt. J'avais posé une question sur la recherche dichotomique. Et en fait, il y a apparemment personne qui sait ce que c'est que la recherche dichotomique. Donc, on va reprendre. Enfin, il y a peut-être deux personnes qui ont fait la recherche dichotomique et tous les autres, c'était du, de la recherche linéaire. Voilà. Donc on va reprendre la feuille de TD de Exode 2. Voilà, vous arrivez bien à lire là quand j'écris. Ça va. Sur le TD2, je vous rappelle, l'objectif c'était on avait un tableau T, imaginons, je sais pas, 4, 1, 3, 2, voilà, et puis on voulait le trier par insertion. Donc je vais peut-être laisser comme ça s'il y a des trucs dans le chat, je vais les voir. On voulait le trier par insertion. Donc, ce qu'on faisait, mais ça, parce que je vois pas le stylo. Voilà. Donc, on faisait quelque chose par insertion. Donc, on s'occupait d'abord du premier, et puis on venait l'insérer dans le tableau. Bon, évidemment, le premier, on ne peut pas faire grand-chose. On peut que l'insérer au premier endroit. Donc, ce qu'on sait, c'est que jusqu'au numéro 4, c'est trié. Et puis ensuite, on regarde le suivant. 1, 3, 2. Et on vient l'insérer dans le tableau. Et du coup, il fallait l'insérer dans ce qui était déjà trié. Et il fallait trouver sa position. Et donc, l'algorithme qu'on avait fait la semaine dernière, on trouvait sa position de manière linéaire. C'est-à-dire, on parcourait tout le tableau déjà trié et puis on cherchait la position appropriée. Donc, par exemple, ici, le 1, il fallait le mettre avant le 4. Donc, on aurait parcouru tout le tableau. Et dès qu'on trouve un endroit où on a dépassé, on le met à cet endroit-là. Donc, on aurait fait 1, 4. Ensuite, on sait que c'est déjà trié. On regarde le 3 et le 2. Donc, maintenant, on regarde le 3. Et puis, on parcourt tout le truc. On parcourt comme ça. Donc, le 1, on regarde, c'est pas encore dépassé. Ensuite, le 4, il a déjà dépassé. Donc, on l'aurait inséré au niveau du 3. Bon. Donc, ça, c'est la recherche linéaire. Alors, quand il n'y a pas beaucoup d'entrées, ça marche bien. Mais en cours, normalement, vous avez vu la recherche dichotomique. Oui. Alors, est-ce qu'il y en a qui se rappellent un petit peu ce que c'est que la recherche dichotomique ou pas du tout? Oui. C'est un tableau qui est trié. Oui. On recherche une valeur, on regarde à la moitié. Oui. Si à la moitié, la valeur, la valeur que nous recherche est supérieure au nombre, Oui. on va rechercher dans la moitié supérieure. Enfin, dans la moitié, mais à partir du. Et si c'est inférieur, pareil, on est plutôt top. Voilà, c'est un peu ça l'idée. On a un gros tableau voilà, qui a plein d'entrées. Et on va le couper en deux. On va regarder au milieu. Et si la valeur au milieu, si c'est la bonne valeur, bah c'est tout, on a gagné. Si c'est pas la bonne valeur, on sait que le tableau est trié. Si elle est plus grande, ben ça veut dire qu'il faut chercher à gauche. Et si elle est plus petite, ça veut dire qu'il faut chercher à droite. OK? Et ensuite, on recommence. S'il faut chercher à gauche, ben on regarde au milieu ici. S'il faut chercher à droite, on regarde au milieu là. Et puis ensuite, on recoupe en deux, etc. Donc, la première chose que vous pouvez faire pour s'entraîner,
c'est répondre à la question de l'interro que j'avais posée. Je ne sais pas si du coup vous avez recherché chez vous ensuite. C'est écrire une fonction recherche dichotomique de t et d'un élément x. Voilà, normalement, elle est dans votre cours, donc vous reprenez, votre cours si vous l'avez, et puis essayez de réécrire la fonction. D'accord? En ce temps-là, je vais regarder si... ceux qui sont à distance, là, si vous m'entendez, vous pouvez aussi poser des questions. Normalement, j'ai le son. Juste activer votre micro. C'est vraiment la fonction qui est dans votre cours. Alors bon, je vois que tout le monde n'a pas son poly, mais donc ceux qui ont leur poly, comment est-ce que ça commence cette fonction? Le début. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Alors juste pour expliquer aux autres, donc à quoi elles servent ces variables d et n? C'est la partie du tableau qu'on est en train de considérer. Donc au début, on considère tout le tableau. Donc le d c'est le début et le n c'est la fin. Ok? Là on est en train de regarder tout le tableau. Et ensuite le temps que c'est quoi? Oui. Oui. Voilà, donc dans M, on met la moitié, la position au milieu de la partie du tableau qu'on est en train de considérer. Donc si on reprend le graphique qui est là, c'est cette position qui est là. Donc M, c'est la partie entière de N moins D sur 2. Et après? Oui. Voilà. Donc, oui. Ah oui, pardon, voilà, c'est N plus, j'avais écrit un moins, c'est un plus. Donc M, c'est la position au milieu, c'est la moyenne des deux. Enfin, d'ailleurs, M moyenne. Donc si on a trouvé la bonne valeur, bon, on renvoie ce truc. Je vais peut-être mettre un quadrillage parce que je galère un peu. Voilà. Donc si on a trouvé la bonne valeur, on renvoie M. Sinon, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, si T2M est... Oui. Oui. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a regardé la position qui est au milieu ici. On a regardé la position qui est au milieu. Soit c'était la valeur de x, bah c'est tout, on l'a trouvé. Donc on voit ça. Sinon, comme le tableau est trié et que la valeur est plus petite, bah ça veut dire que x, s'il existe, il va être à droite. Et donc le début de la position qu'on considère, ce sera la position n plus 1, ici. Donc là, ce sera début et fin. Et sinon, oui? Où ça? Ici? Ça, c'est un x. Bon, et sinon, du coup, si c'est toujours, si c'est plus grand, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Si on est plus grand, si t de x, si t de m est plus grand que x, ça veut dire que par contre, la valeur de x va être à droite, à gauche, pardon. Et donc, on garde le même début, mais on change la fin. Et donc maintenant, la partie du tableau qu'on considère, c'est la première moitié. Bon, et une fois si jamais on est sorti de la boucle tant que et que on a d strictement supérieur à n, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on envoie moins 1. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé le x dans le tableau. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y est pas et on envoie moins 1. Bon, c'est une convention pour dire on ne l'a pas trouvé. C'est un indice qui n'existe pas. Bon. Ça va, c'est complet pour tout le monde? Bon, je refais un peu. Vraiment, à l'interro, il n'y a personne qui a fait ça. Hein, tout le monde m'a écrit l'algorithme que je vais écrire à droite ici, c'est-à-dire def recherche linéaire. J'écris def, mais c'est du pseudocode. Donc on prend n la longueur de t. On prend pour i allant de 1 à n. Si t de x, si t de i égale x, on renvoie i, et sinon on renvoie moins 1. Bon, ça, c'est ce que quasiment tout le monde m'a écrit. Ça, c'est une recherche linéaire. Et donc, je vous rappelle, en cours, vous avez montré que ça, c'est de complexité grand O de n. Hein, vous voyez, il faut parcourir tout le tableau. Alors que celui-là, c'est de complexité grand O de log de n. Hein, parce qu'en fait, on ne parcourt pas tout le tableau, on se sert du fait qu'il est trié. Et comme ça, on le découpe en moitié de tableaux qui sont... Et comme on découpe en deux à chaque fois, bah, ça va faire un truc logarithmique. Ça, c'est ce que vous allez démontrer en cours. Bon. Donc là, on avait commencé l'exo 2 à la séance précédente. Donc c'était le tri par insertion. Bon, alors avant qu'on passe à ça, est-ce qu'il y a des questions là, sur recherche dichotomique, recherche linéaire? Vous avez bien compris le principe? On coupe le tableau en deux à chaque fois, on regarde ce qu'il y a au milieu. Si au milieu c'est l'élément, ben, on a gagné. Sinon, on regarde soit à droite, soit à gauche. On se sert du fait que le tableau est déjà trié. Ok, ça va? Bon, donc ce qu'on avait fait la fois dernière à la fin, c'était le tri par insertion. Bon, on l'avait... je vais juste réécrire l'algorithme. Pour ceux qui ne l'ont pas. On fait... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour i allant de 2 à n, on sait que le premier élément, bah, il est tout seul, donc il est déjà trié, donc autant commencer à 2. On va vouloir insérer l'élément t de i dans les i-1e première valeur. Et donc, ce qu'on avait fait la dernière fois, on avait fait des échanges 2 par 2. Imaginons on a 1, 2, 3 qui est déjà trié. Bon, je vais faire un truc 1, 3, 5 qui est déjà trié, et puis on va insérer le 2. Et puis la suite, on s'en fiche encore. On faisait des échanges successifs jusqu'à ce qu'on le mette à la bonne position.
Ouais. Donc, Monsieur, oui. pourquoi ça commence à 2? Alors, ça commence à 2 parce que le premier élément, il est tout seul. Et du coup, on sait qu'il est déjà trié. Hein. Nous, si vous vous rappelez la semaine dernière, l'invariant de boucle, c'est au début de la ième itération, les i-1 premiers éléments du tableau sont triés. OK? Ça va? Ok. Et du coup, au début, là, quand on regarde au début de l'itération i égale 2, on sait d'avance que l'élément i égale 1, comme il est tout seul, il est trié. Donc, on n'a pas besoin de s'en occuper. Ensuite, on va vouloir insérer le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, etc. Ok. Le premier, c'est bon. Le premier, il est toujours trié, en fait. Oui, exactement. Le premier, bah, il est tout seul. Hein. Un tableau qui a une seule entrée est trié. Alors, quand tu disais, je me rends compte que je ne vois pas qui parle avec la manière dont je suis, donc c'est pas grave. Voilà. Donc, l'algorithme qu'on avait fait, bon, ensuite on avait mis J, la valeur de I, et tant que... Alors, il fallait vérifier deux choses. Déjà, il fallait vérifier qu'on n'était pas arrivé au bout du tableau. Alors, je vais peut-être mettre un I-1, ce sera plus simple. Donc, tant que J est strictement supérieur à 0 et de J est supérieur à T de J plus 1. Donc, la semaine dernière, je pense que j'avais fait comme ça. J'avais fait T de J moins 1 supérieur à T de J. Et donc là, il faut vérifier tant que J est strictement supérieur à 1. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Si je reprends mon exemple. Donc, on a 1, 3, 5. Et puis on a le 2. Bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on aura le J qui au début vaut 4. Et on va le comparer avec le 5. Et si le 5 est plus grand que le 2, qu'est-ce qu'on fait? On les échange et on fait diminuer J. Et ensuite, on recommence. Et alors, soit on arrive à un endroit où l'élément 2 va être plus grand que l'élément qui le précède. Ici, ça va arriver quand on sera au 1. Et bien là, on s'arrête. Soit on est arrivé tout au bout, ça veut dire que l'élément qu'on a regardé, c'était le plus petit de tous les éléments. Donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, on échange T de J-1 avec T de J. Et on diminue J. OK? Bon, ça, c'était l'algorithme qu'on avait écrit la semaine dernière. Et qui, bon, c'est un peu combiné. Bon, ça combine, ça fait tout un peu en même temps. Mais vous voyez, c'est un peu la même idée que cet algorithme de recherche linéaire. On parcourt dans l'ordre tous les éléments et on regarde à quel moment on est arrivé à la bonne position. Bon. Et cet algorithme, alors on avait montré la semaine dernière qu'il est correct avec un invariant de boucle, qui était en fait très similaire à l'invariant de boucle du tri à bulles. Ouais, vous vous rappelez? C'est une espèce, c'est comme la fonction passage gauche qu'on avait vu pour le tri à bulles. On parcourt, hop, et ça fait remonter, bon là, redescendre la bulle. Et du coup, quand on avait calculé la complexité, on trouvait quelque chose de complexité quadratique. OK? Donc ça, c'était la semaine dernière. Alors aujourd'hui, déjà pour commencer, ce qu'on va faire, c'est faire une fonction inversion 2 qui va marcher de la même manière, mais au lieu de chercher le tableau, la position dans le tableau de manière dichotomique, on va la chercher de manière linéaire, on va la chercher de manière dichotomique. Hein, imaginons, on est arrivé jusqu'ici, on sait que ce tableau-là qui est en vert est trié. Donc, ce tableau-là qui est en vert est trié, et maintenant on va insérer le 6.
bah, au lieu de faire comme on vient de faire des échanges successifs et de regarder à chaque fois si on est arrivé à la bonne position, on va découper en deux l'algorithme. On va d'abord chercher, donc l'étape 1, chercher la position par dichotomie, donc avec l'algorithme qu'on a écrit, qui est écrit dans votre cours, et ensuite positionner le dernier élément avec des échanges successifs. Ça, c'est ce que je propose, c'est de découper en deux. Là, on fait tout en même temps. À la fois, on fait les échanges et à la fois, on cherche. Hein, vous voyez, je fais les échanges ici et la recherche là. Là, on découpe en deux de manière à pouvoir aller plus vite et faire la recherche du côté. Ok? Essayez d'écrire la fonction en vous inspirant, en combinant un petit peu la fonction tri par insertion et par dichotomie. Après, je ne peux pas passer dans les rangs de ceux qui sont chez eux, mais et puis les autres non plus. Non. Alors, après, je vous donnerai des indications. Bon, ceux qui sont à distance, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Pas voir ce que
Alors, est-ce qu'il y en a qui voient comment commencer? On va commencer comment? Alors, ceux qui sont chez eux, vous pouvez aussi parler. Alors, le début, qu'est-ce qui est comme la recherche dichotomique? Ouais. Hmm. Hmm. Mais alors ça, c'est pour trouver la position de quoi? Mais c'est quoi X? Ouais. En fait, pour commencer, il faut déjà réfléchir à ce qu'on va faire. Si vous vous rappelez, ce qu'on a au début, c'est le tableau. On sait que le premier élément il est trié, imaginons c'est un 4. Et ensuite, on a 2, 1, 5, 6, etc. On sait que le début est trié. Donc au début, on sait juste que le premier élément est trié et on veut insérer le deuxième. Donc, ce qu'on doit chercher, c'est la position où on doit insérer 2 dans ce qu'on sait qui est déjà trié, mais on va le chercher par une recherche dichotomique. Et ensuite, bon, alors on sait qu'on doit l'insérer avant le 4. Ensuite, on doit faire la même chose avec le 1. Donc, on doit refaire une nouvelle recherche dichotomique. Vous voyez, on doit faire plusieurs recherches dichotomiques. Comme ici, on a fait plusieurs recherches linéaires. On en a fait une pour chaque valeur de i. Ici, on va devoir faire plusieurs recherches dichotomiques. Donc, le début, c'est un petit peu comme le tri par insertion. C'est pour i allant de 2 à n. Et dans la boucle, pour chaque valeur de i, on va insérer i. Donc, on va insérer le ième élément dans les i-1 premiers. Donc, on va avoir une première partie. Ça va être recherche dichotomique de la position dans T entre 1 et i-1. D'accord? Et la deuxième partie, ça va être échangé, enfin inséré par des échanges. Voilà. Tout le monde arrive à lire ce que j'écris? Oui, non? Ah, attendez, je vais le mettre en noir alors. Est-ce que c'est mieux? Zoomer aussi. Là, ça va? Tout le monde arrive à lire? Ceux qui sont chez eux aussi? Bon, vous devez avoir une meilleure résolution en plus. Donc, ça c'est avantageux. Bon, donc, vous voyez, il y a deux étapes. D'abord, on recherche la position. Donc, vous créez une variable et vous cherchez dans t entre 1 et i-1 la position qu'il faut trouver. Donc, c'est comme dans la recherche dichotomique. Dans la recherche dichotomique, il y avait un début et une fin. Et on avait dit, le début c'était 1 et la fin c'est la longueur de t. Donc là, la différence, c'est que la fin, c'est pas la longueur de t, c'est i-1. Et l'élément qu'on veut chercher, c'est la position de t de i. Hein, on cherche la position de t de i.
D'accord? Donc, essayez d'écrire les deux parties, d'abord la première et puis la deuxième. Vous voyez, il faut vraiment séparer en deux ici. Ce n'est pas comme dans le tri par insertion classique. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent déjà comment commencer? Le début de la recherche dichotomique. Imaginons, alors pour simplifier, je vais appeler X et Y. Par rapport à la recherche dichotomique, c'est quoi la première chose à faire? Ouais. Oui. Voilà, donc on va mettre une variable D pour début, on va la mettre à 1 et F à I-1. Ça, c'est OK pour tout le monde. Ah, ça, c'est la partie du tableau qu'on est en train de regarder. Et ensuite, il faut réfléchir à une boucle tant que. Là, vous voyez, c'est un petit peu différent de la recherche dichotomique, parce que ce n'est pas forcément X qu'on veut trouver dans le tableau, c'est la position où on doit le mettre. C'est-à-dire une position telle que... Alors, c'est quoi la position? Par exemple, quand je vais insérer le 6 qui est là, je vais l'insérer où? Entre le 5 et le 7. Donc, en fait, plus précisément, je vais l'insérer à la position du 7 et tous les autres les décaler vers la droite. On voit rien du tout quand c'est en gris, en fait.
On veut l'insérer à la position du 7, décaler le 7 vers la droite, décaler le 9 vers la droite. Donc c'est la position du 7 qu'on veut. OK? Et cette position, on peut la définir comment, si on voulait faire une boucle tant que? Comment on la définit, cette position? Le 7, il est comment par rapport au 6? Il est plus grand. Mais pourquoi c'est pas le 9 qu'on a pris? Voilà, c'est le plus petit qui est plus grand, si on veut. Je peux dire ça comme ça. C'est en gros, c'est une position où on a un élément qui est plus grand que le 6, et la position juste avant est plus petite. OK? Donc il faut essayer de faire une boucle tant que qui fait ça. Bien, donc déjà, c'est tant que d-f-d supérieur à 1, et quelque chose, il faut réfléchir. Comment? Oui. Ouais, alors en fait, ce qu'on va faire, c'est faire en 2 étapes. Comme vous proposez, il faut parler de M à un moment. Il faut à un moment dire que M, c'est F plus D sur 2. Et alors maintenant, il y a 2 cas. Soit on a trouvé la bonne position, soit on n'a pas trouvé la bonne position. Si on a trouvé la bonne position, on va s'arrêter, donc on va mettre D égale F égale M. Et sinon, il faut changer D et F de manière à ce que ça marche. Maintenant, donc réfléchissez, qu'est-ce que c'est la condition? Et qu'est-ce qu'on fait si c'est la condition qui est vérifiée? C'est-à-dire, ici, ce serait si on est à la position du 7, comment est-ce qu'on teste si on est à la position du 7 ou pas? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là et qu'est-ce qu'on fait sinon? Oui. Oui, il faut comparer T2i avec T2m, mais pas juste avec T2m. Hein, parce que, vous vous rappelez, il faut le comparer avec le 7 et aussi avec la position qui est avant. Donc, il faut le comparer avec 2 valeurs. D'accord? Bon, réfléchissez un petit peu tous. Euh, voilà. Ah, il y a quelqu'un qui a une question? D'accord. Euh, bon, ceux qui sont à distance, si vous avez des questions ou des suggestions, n'importe, n'hésitez pas. Hein. Je sais que c'est pas hyper interactif, mais il faut mieux. Alors, réfléchissez quel est le test, sur quelle valeur on doit chercher, qu'est-ce que ça doit vérifier. Comment?
Oui, il faut comparer à la fois avec le 7 et le 5. Alors, oui, tout est dans leur croissance sauf le dernier. Oui. On peut faire de n ainsi et de n et Voilà. Ça, c'est la condition où on a trouvé le truc, la position où on est. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le 7, il vérifie quoi? Il vérifie que T de M est supérieur à X et T de M-1 est inférieur à X. Donc, ça, je peux effacer maintenant. Donc, si T de M est supérieur ou égal à X et T de M-1 est inférieur ou égal à X, ça veut dire qu'on a gagné. Donc, je vous laisse réfléchir à ce qu'il faut écrire dans ce cas-là. Sinon, on a deux cas. Soit il faut aller chercher vers la gauche, soit il faut aller chercher vers la droite. Dans quel cas il faut aller chercher vers la gauche? Par exemple, s'il avait fallu insérer un 2, quand on regarde le milieu, c'est le 5, à la fois le 3 et le 5 sont plus grands. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher vers la gauche. Bon, je viens de le dire, mais c'est dans quelles conditions qu'il faut aller chercher vers la gauche? Et dans la dernière condition, disons, il faut aller chercher vers la droite. Essayez de remplir les trous, là. Là, on a trouvé la position. Là, il faut aller chercher à gauche. Là, il faut aller chercher à droite. Voilà, si vous avez des questions, posez-les. Alors, est-ce que vous avez trouvé dans quelles conditions il faut, dans quelles conditions c'est, quelles conditions il faut vérifier pour dire il faut aller chercher vers la droite ou vers la gauche, comme vous préférez. Par exemple, là, ce 2, on est arrivé au 5, on sait que la bonne position, elle sera à gauche. Alors, comment on fait pour tester ça? Oui, il n'y a pas toujours les mêmes. Oui, voilà, c'est ça. Si T de M-1 est supérieur ou égal à X, ça veut dire qu'il faut aller chercher à gauche.
Et dans l'autre condition, il faut aller chercher à droite. Donc maintenant, dans les trois corps des si, là, si ou sinon, réfléchissez, il faut trafiquer comme dans la recherche dichotomique, il faut trafiquer D et N. Bon, alors N ici, je l'ai appelé F comme ça. Il faut trafiquer D et F pour dire maintenant la partie du tableau qu'on regarde, c'est la partie droite ou la partie gauche. Hein. Bon, je vous le dis tout de suite, si on a trouvé, pour simplifier, on va dire que D, on va le mettre à M et F aussi. Ça, voilà, ça c'est la partie qu'on a trouvée. Maintenant, si on n'a pas trouvé. Si on n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'il faut faire sur D et sur Q ou sur F? Qu'est-ce qu'on faisait dans le... Ouais. Comment ça? Celui-là? Attendez, elle est où la mine de mon stylo? Alors, attendez. C'est bien ça. 2 secondes. Bon, 2 secondes, hein, ceux qui sont à distance, j'ai un problème technique. Je suis désolé. Hein. Un peu de stylo, personne n'a mis stylo, j'ai enfilé pour tablette ou quoi que ce soit. J'ai écrit avec les doigts. Bon, désolé, hein, ceux qui sont à distance, j'ai un problème technique. Euh, Bref. Alors, si on doit chercher à gauche, qui est-ce qu'on va modifier, le début ou la fin du tableau qu'on considère? C'est la fin. Ah, c'est le F. Non, je pas. Hein. Où ça? Ah, ouais. C'est pas la terminaison. Hein. Bon, donc on va changer F. Bon, désolé hein, pour c'est la première fois qu'on fait des trucs comme ça. C'est tombé dessus. Bon, en tout cas, si on veut chercher à gauche, on met F à M et sinon on met le début à M. Ça veut dire que là, par exemple, le 5, bah, on cherchait tout, dans tout ce tableau qui est là. Maintenant, on ne va plus chercher que dans la partie du tableau qui est à gauche, entre le 1 et le 5. Sinon, dans l'autre cas, on cherche entre le 5 et le 9. D'accord? Bon.
Voilà, donc là, on a trouvé la position par recherche dichotomique. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Tout le monde a compris le principe? Ceux qui sont chez eux aussi? Enfin, chez eux, ouais, hein, ça sert à rien. Donc maintenant, une fois qu'on a trouvé la position, alors est-ce qu'on est sûr qu'on a trouvé la position déjà? Parce que à la fin, vous voyez, on peut avoir potentiellement f égale d plus 1. Donc ça veut dire que la position, c'est soit f, soit d. On n'a pas forcément f égale d. Hein, vous vous rappelez, bon, vous avez sûrement parlé ça en cours. À la fin, le problème, c'est que ici, là, quand on fait le milieu, bah, le milieu entre deux éléments, il n'existe pas. On est obligé de choisir un des deux. Donc, si ça se trouve, on va se tomber sur une boucle infinie. Donc, on s'arrête si on a une position de 1. Donc là, il faut décider lequel entre f et d est la bonne position. Donc, réfléchissez 30 secondes ou une minute. Lequel entre f et d est le bon? Comment on avait décidé au début qu'on avait trouvé la bonne position? Hein, imaginons pour le 2, là, je trouve f égale la position 1 et d la position 3. Comment on fait pour savoir lequel est le bon? Est-ce que le 2, il faut l'insérer en position... Alors, j'ai inversé les deux. Imaginons le début du tableau qu'on considère, c'est le 1, et la fin, c'est le 3. Hein, et puis, on ne peut pas faire mieux parce qu'il n'y a pas de milieu. Donc, il n'y a rien entre le 1 et le 3. Donc, comment on fait pour décider si c'est le D ou le F qui est le bon? Bon, peut-être pas toujours les mêmes. Les autres, essayer de... Allez. Oui? Voilà, c'est celui qui est plus grand que X. Donc, on va mettre une position, disons, appelons-la P. On peut dire, bah, soit c'est D, et si T de M est supérieur ou égal à X, on va mettre P, pardon, c'est pas M, c'est F. T de F, on va mettre P égale. Ou sinon, si on veut, oui, voilà, ça marche comme ça. Soit c'est le début, et puis si jamais c'est la fin qui est plus grande, et ben en fait, on prend la fin. Ok, donc tout ça, ce qui est là, c'est la recherche dichotomique de la position. Voilà. C'est la recherche dichotomique de la position. Ok. Et maintenant, il y a la deuxième étape, qui est exactement comme dans le tri par insertion classique, où on va faire des échanges successifs pour amener le T de I en P. Hein, vous voyez, une fois qu'on sait qu'on doit insérer le 2 en position 2, eh ben, il faut faire des échanges successifs. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a vu le petit problème où, à un moment, on voulait essayer de bouger tout le tableau d'un seul coup et puis insérer le 2. On avait trouvé comme solution, c'était de dire, bah, on échange d'abord le 2 avec le 9, puis avec le 7, puis le 5, puis le 3. Et comme ça, on n'a pas besoin de faire un nouveau tableau ou quoi que ce soit. On fait juste tout en place. On n'a pas besoin de mémoire supplémentaire pour avoir une variable. Donc essayez d'écrire le truc juste maintenant pour faire remonter ou redescendre le 2 en position P. Okay. C'est la même chose que dans le tri par insertion, ou dans le tri à bulle, ou n'importe.
Bon, ça y est, vous l'avez écrit. Bon, ça, c'est exactement comme dans le tri par insertion, donc pas trop de temps, c'est juste pour vous entraîner. Ce qu'on peut faire, c'est pour J allant de I à T plus 1, tout simplement, on va échanger T de J avec T de J moins 1. OK? On échange le 2, ici dans l'exemple, on échange le 2 avec le 9. Donc ensuite, le 9 est là. On échange le 2 avec le 9, donc le 9 est ici, le 2 est là. Ensuite, on échange le 2 qui est ici avec le 7, puis avec le 5, puis avec le 3. Et ça fait tout remonter. Oui? Pardon? Parce que il faut voir ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, on sait que le début du tableau est trié. On est en train de regarder cet élément, mais si ça se trouve, il y en a encore qui sont par là. Ouais. Là, ok, c'est vrai que sur l'exemple 2, c'était le dernier. Mais c'est pas forcément le dernier. On va les faire un par un. Ok? Il y a d'autres questions? Oui? C'est pas possible. Parce que le P, on le cherche. Donc la question, pour ceux qui étaient à distance, le P, on le cherche. La question, c'était est-ce que P plus 1 peut être supérieur à I? Mais ça, c'est pas possible parce que le P, on le cherche parmi dans le tableau entre 1 et I moins 1. Donc au plus, P vaut I moins 1. Voilà, ça, on le voit ici. La valeur maximale de P, c'est I moins 1. On ne peut jamais avoir P qui dépasse le F du départ. Ok? Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ceux qui suivent à distance, il y a des questions? Non? Bon, alors, maintenant la question, c'est de savoir quelle est la complexité de ce tri par insertion. Donc la complexité, je vous rappelle, il faut l'exprimer en termes du n, qui est là. Alors j'aurais dû définir avant d'ailleurs, mais n, c'est la longueur de t, bien sûr. Je pense que vous avez compris. Voilà, donc il faut exprimer la complexité en fonction de n. Et alors la complexité, ce qui va compter, c'est les comparaisons. Tout le reste, et les comparaisons entre les éléments du tableau. Tout le reste, ça va être à peu près négligeable. D'accord? Donc regardez où est-ce qu'il y a des comparaisons et comptez-les, savoir combien on en fait. Voilà, puis, on va y réfléchir ensemble un petit peu après. Alors, où est-ce qu'elles sont les comparaisons déjà? Est-ce que vous les avez trouvées? Il y en a combien? Combien de symboles de comparaison? Non, mais alors, on a dit les comparaisons entre les éléments du tableau. Bon, on peut, si on veut, on pourra les compter après, mais vous verrez que ça ne changera rien. Et puis surtout, en fait, on considère que les indices qui apparaissent dans le tableau, ils sont beaucoup plus petits que les éléments du tableau, donc les comparer entre eux, ça ne coûte pas grand-chose. Effectivement, elles existent. Voilà, après, où est-ce qu'il y en a? Voilà, il y en a une ici et une là. Ensuite, voilà, le signe ici. Et enfin, celui-là. Okay. Bon, donc il y a en tout
5 symboles de comparaison. Bon, comme on a dit, celui pour le f-d est strictement supérieur à 1, il ne compte pas pour beaucoup, mais comptons-le quand même, c'est pas grave. Alors la question, c'est combien de fois on les fait chacun? Alors déjà, il y en a un, c'est facile. C'est, je vais faire d'une autre couleur. Celui-là, celui qui est en vert, là, on le fait combien de fois? Vous voyez, il n'est pas dans la boucle tant que. Il est juste dans la boucle pour i allant de 2 à n. Donc en tout, on le fait combien de fois? N fois. N moins 2 fois, en fait. Hein, donc le supérieur ou égal vert, on le fait n moins 2 fois. Les autres, combien de fois on les fait? On ne sait pas a priori. Mais quand on fait, déjà comptons-les pour une itération de la boucle i. Donc pour une itération i, on les fait. Ça, c'est dans votre cours. La recherche dichotomique, il faut faire combien de comparaisons au maximum? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est quoi la complexité de la recherche dichotomique? C'est log de n. Donc les comparaisons, là, on les fait au maximum. Alors, il faudra regarder dans votre cours, mais c'est genre log 2, peut-être plus 1, ça dépend. Alors, c'est log 2 de quoi? Est-ce que c'est n? Non, c'est pas n. Le tableau, quand on est dans la boucle, alors dans la boucle tant que, qui est là, on est en train de regarder quel tableau? Est-ce qu'on est en train de regarder le tableau tout entier? Non. On est en train de regarder le tableau entre quoi et quoi? Entre 1 et... il n'y a pas de m. Par contre, il y a un i. Voilà. On est en train de regarder le tableau entre 1 et i-1. Hein, c'était, je l'avais écrit, je ne sais plus où. J'ai dû effacer. Dans ce que j'ai encadré en noir, là, on est en train de regarder pas tout le tableau, mais le tableau entre 1 et i-1. Donc les comparaisons, ça ne va pas être log de n, ça va être log de i-1. Bon, il faudrait faire le calcul, etc., mais vous reprenez le raisonnement que vous avez fait dans votre cours, et c'est à peu près ça qu'on fait. Bon, donc en tout, les comparaisons, il y en a 4, fois log de i-1 plus 1, et ça, on fait la somme pour i allant de 2 à n. Donc, pour chaque valeur de i, on fait au maximum 4 fois log de i-1 plus 1 comparaison. Alors ça, est-ce que vous voyez par quoi on peut le borner? Hein, même un truc atroce, mais pas grave. Log de i-1, c'est plus petit que quoi? Ouais, c'est plus petit que log de i, effectivement. Mais par rapport à n, nous, on veut une formule qui dépend de n, et on veut de toute manière une borne asymptotique. On ne veut pas un truc hyper précis. Parce que là, vous voyez, si on essayait de compter, ça ferait une somme de log, log de la factorielle. Bon, c'est pas trop. Par contre, on pourrait le borner qui dépend que de n. Ouais. Oui, on peut juste le borner le i par n. C'est plus petit que la somme pour i égale 1 à n de 4 log de n plus 1. Et ça, on fait une somme de trucs constants, on les fait n-2 fois, donc ça fait 4 n-2 log 2 de n plus 1. Et ça, c'est un grand taux de quoi? Voilà, n log n. Là, on peut se dire, ok, j'ai été un peu brutal. Hein. Le i, je l'ai borné par n. Mais quand on va faire le calcul exact, on va voir qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux en fait. Bon, on rajoute ça avec les n-2 qui sont là, donc en tout. N-2 plus ce machin-là, là. Ça va faire, c'est qui gagne entre n et n log n?
Qui est plus gros, n ou n log n? Non, c'est n log n. Log n, il tend vers l'infini. Donc, en tout, c'est borné par n log n. OK? Ça va? Bon, je suis allé un petit peu plus vite, mais donc faut juste, pour reprendre, on a plusieurs étapes. Là, on a ce que j'ai encadré en noir, c'est la recherche dichotomique dans un tableau de longueur i-1. Ça coûte log de i-1 à peu près. On fait ça n fois, donc c'est majoré par n fois log de n. Pour une constante. D'accord? Donc la complexité, c'est grand O de n log n. Ce qui est mieux que la complexité à la fois du tri à bulle et du tri par insertion pas optimisé. Là, c'est vraiment mieux. On a enfin gagné un truc. Vous vous rappelez, dans l'exercice 1, on avait fait plein d'optimisations, mais à chaque fois, pire des cas, c'était toujours du n carré. Là, on a vraiment fait un truc mieux, qui est en complexité n log n. Et c'est beaucoup mieux que n carré. Parce que la différence, la différence entre n log n et n carré, c'est log n sur n. Log n sur n, le quotient des deux, et ça tend vers 0, quand n tend vers l'infini. Donc c'est beaucoup mieux, asymptotiquement, que le tri par insertion pas optimisé ou le tri à but. Donc là, en cours mardi, vous avez vu le tri fusion, il me semble. Ou vous le verrez mardi prochain, je ne sais plus. Ce qu'on va faire pendant le TP, pas celui qu'on a fait hier, bien sûr, mais le suivant, c'est faire expérimentalement une comparaison entre les deux. C'est-à-dire, on va mesurer combien de temps les deux prennent, et le trifusion, c'est pareil, c'est du n log n, et vous verrez, n log n, ça va beaucoup plus vite que log n, que n carré. D'accord? Ça va? Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cet exo? Non, on est terminé. Oui, non? Bon. Alors moi, ce que je vous avais conseillé de faire, et vraiment faites-le, c'est l'exercice 3. C'est que des trucs qu'on a vus, soit que vous avez vu en cours, soit qu'on a fait en TD. C'est juste une espèce de récapitulatif. Vous recherchez tous les algos qu'on a fait, et vous regardez leurs bornes, et vous montrez l'optimalité. Alors là, effectivement, on n'a pas fait l'optimalité, mais c'est la même que... On va essayer de faire un... Je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire, je pense, mais essayer de bidouiller un truc. Comme l'optimalité du tri de la recherche dichotomique. Oui? Non. Non, non, non. Oui, alors en fait, ce qu'on peut démontrer, je ne sais pas si vous en a parlé en cours, mais en gros, là, c'est des tris par comparaison. Vous voyez, à chaque fois, quand on trie, on fait des comparaisons entre les éléments. Et il y a un théorème qui dit que la meilleure borne de complexité qu'on peut avoir pour un tri par comparaison, c'est n log n. On ne peut pas faire mieux. C'est impossible. Donc, asymptotiquement, on ne peut pas faire mieux que n log n. Alors, bien sûr, après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans la vraie vie, ce n'est pas la complexité asymptotique qui nous intéresse. C'est vraiment le nombre d'opérations exactes qu'on fait. Donc, le tri par insertion, le nombre d'opérations est borné par n log n. Mais il y a toujours cette constante qui est devant. Enfin, c'est un grand taux, donc il y a une constante. Et peut-être que c'est cette constante qu'on peut améliorer, qui théoriquement ne change rien, mais dans la vraie vie va peut-être diviser par 10 le temps d'exécution. 10 fois n log n, c'est toujours un grand taux de n log n. Là, vous voyez, on avait un 4. Donc peut-être qu'on peut améliorer comme ça, mais le comportement asymptotique, on ne peut plus l'améliorer. Ça va toujours être... peut-être on va améliorer d'autres propriétés, par exemple la complexité en mémoire ou la complexité en autre chose. Mais la complexité comme ça en comparaison, on ne peut pas. Après, il existe des algorithmes qui sont ne sont pas par comparaison. Ça, c'est autre chose, mais on ne va pas en parler cette année. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur tout ça, sur le TD2 en général, avant qu'on passe à la suite? N'hésitez pas, pareil, ceux qui sont à distance,
Alors, je vois que... Voilà, vous pouvez les poser dans le chat aussi si vous n'avez pas de micro. N'hésitez pas, je suis en train de regarder. Si on compris, on dirait. Bon. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer au TD3. Alors, bon, je vais distribuer vite fait. Ceux qui sont chez vous, bon, il est sur Moodle, mais de toute manière... Attendez, il y a deux trucs qui passent. Il est sur Moodle, donc allez-y. Sinon, de toute manière, je vais réécrire la question dans ce jeu virtuel. Bon, tout le monde l'a eu? Bon, on ne va pas avoir le temps de faire grand-chose aujourd'hui, c'est juste pour le lire vite fait. Bon, le TD3, c'est la récursivité. Alors, pour ceux qui étaient, du coup, ceux qui sont dans cette salle, on a un peu vu la récursivité en TP. Donc, le principe de la récursivité, c'est comme en maths, hein. C'est une fonction qui s'appelle elle-même. Donc ici, l'exercice 1, c'est quoi le principe? Vous voyez, on a une suite UN qui est définie par récurrence. Et récurrence, récursivité, vous voyez, c'est des mots qui se ressemblent, c'est pas pour rien. Donc là, on a une suite définie par récurrence. Donc les trois premières valeurs, c'est U1 égale U0 égale U1 égale U2 égale 0. UN, c'est UN-1 plus UN-2 fois UN-3 plus 1. Donc pour tout n supérieur ou égal à 3. Vous voyez? Et c'est là qu'on voit apparaître une espèce de récursivité. La définition de U fait appel à la définition de U. Ok? C'est ça la récursivité. Si on veut l'écrire en Python ou en pseudocode ici, la fonction qui est donnée dans le TD, c'est la suivante. Si n est inférieur ou égal à 2, on retourne 0. Sinon, on retourne f de n-1 plus f de n-2 fois f de n-3 plus 1. Et vous voyez, la définition de la fonction f fait appel à la fonction f. D'accord? C'est ça qu'on appelle la récursivité. Bon, vous l'avez vu en cours, hein, mais c'est juste pour rappeler. Bon, sachez que tous les langages de programmation ne permettent pas ça. Par exemple, ça dépend, hein, c'est compliqué, mais en Python, ça marche. Bon. Mais il y a quand même un truc. Déjà, la première chose à faire, c'est montrer que l'appel à f de n termine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va appeler la fonction f sur une valeur, eh ben, le programme va renvoyer quelque chose. Ce qui n'est pas totalement évident. Parce que si on code mal notre fonction, on peut se retrouver dans une situation où ça ne se termine jamais. Hein, par exemple, un exemple de fonction qui est mal codée, fonction f de n, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est oublier le cas de base, le cas n inférieur à 2. Imaginons, j'écris juste ça. F de n-1 plus blablabla. Ça ne va jamais se terminer parce qu'on va appeler par exemple f de 5. Du coup, il faut calculer f de 4, mais pour calculer f de 4, il faut calculer f de 3. Pour calculer f de 3, il faut f de 2, f de 2, f de 1, f de 1, f de 0. F de 0, comme j'ai oublié le cas de base, c'est f de moins 1, f de moins 2, f de moins 3, f de moins 4. Ça part vers l'infini comme ça. Donc, il y a un problème.
voilà, on a oublié le cas de base, ou bien, par exemple, si j'avais mis un plus à la place du moins, je serais parti vers les nombres vers l'infini positif, et le cas de base, il est vers le 0. Donc, ça ne va pas non plus. Donc, pour montrer que l'appel à f de n se termine, ce que je vous propose, c'est d'essayer de le rédiger par récurrence. Voilà, réfléchissez un petit peu, là, sur les 5 minutes. Rédiger une preuve par récurrence, donc initialisation, hérédité. Alors, avant de faire la preuve, est-ce que vous avez une idée de comment on va pouvoir rédiger la proposition? Il faut définir une proposition P de n. Voilà, comme ça. Ça va être un truc du style l'appel à f de n se termine. Bon, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir comme ça? Dire que si l'appel à f de n-1 se termine, alors celui à f de n se termine aussi. Vous voyez, dans une récurrence, on fait toujours P de n-1 implique P de n. Bon, est-ce que là, il nous suffit de savoir que f de n-1 se termine pour savoir que f de n se termine? Oui. Donc, il faut supposer que tous les f avec k inférieur à n Oui. se terminent. Et voilà, il faut faire ce qu'on appelle une récurrence forte. C'est-à-dire que non seulement on va supposer que le précédent est vrai, mais qu'en fait tous les précédents sont vrais. C'est-à-dire, pour tout cas inférieur ou égal à n, l'appel à f de k se termine. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Parce que là, vous voyez, on a n-1, n-2 et n-3. Donc, on est obligé de prendre tout cela en compte. On ne peut pas se contenter de prendre le précédent en compte. Alors, qu'est-ce que ça va être l'initialisation? C'est quoi les cas de base? Lesquels on n'a pas besoin de réfléchir, on sait que P de n est vrai. Voilà, 0, 1 et 2. Donc l'initialisation, vous voyez, c'est exactement comme une récurrence comme en maths. P de 0, P1 et P2 sont vrais. C'est évident. Là, je ne peux pas faire... il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. On retourne tout de suite. Là, c'est complètement évident. Donc ensuite, il y a l'hérédité. Soit, bon là, comme c'est la première fois qu'on fait ça, je vous donne un peu un modèle pour le faire. Soit n supérieur à ou égal à 2. Supposons Pn, alors je vais faire comme ça. Pn moins 1 vrai. Ouais. P de n aussi. Voilà. Alors, essayez de rédiger la suite.
Alors, est-ce que quelqu'un a une proposition sur comment on pourrait réaliser ça? C'est un cas assez simple. Ouais. C'est que n Oui. Oui. donc n-2 et n sont négatifs. Alors, on peut rédiger comme ça, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir donc, qu'est-ce qu'il faut pour que l'appel à f de n termine? Il faut que ça se termine et ça se termine. Hein, ensuite, addition, multiplication, addition, ça se termine toujours. Donc, comme on sait que p de n-1 est vrai, comme vous avez dit, alors on sait que p de n-2 est vrai, p de n-3 est vrai, mais surtout on sait que ces appels-là se terminent. C'est ça qui est important. Hein, là, dans l'hypothèse de récurrence, c'est déjà pour tout cas inférieur à n. On n'a pas forcément besoin de parler des autres. Mais comme ce qu'on peut écrire, c'est que comme, voilà, mais en tout cas, c'était l'idée. Hein, donc, comme p de n-1 est vrai, les appels f de n-1, f de n-2 et f de n-3 se terminent. Ensuite, les additions et la multiplication se terminent toujours. Il n'y a pas de problème, hein. Additionner deux nombres, ça a toujours un résultat. Donc, l'appel à f de n termine. Voilà, ce serait une manière de réaliser. Bon, bien sûr, après, ce sera des cas plus compliqués. Là, c'est évident comment il faut faire, mais c'est un peu le modèle. Vous supposez que c'est vrai au début, et ensuite, vous montrez que ça continue à être vrai. Exactement comme, enfin, c'est une récurrence. Voilà, c'est une récurrence sur les entiers. Après, en TP, vous avez vu, on a 10 arbres. Alors, il faudra peut-être, parfois, il y aura aussi des récurrences sur les arbres. Mais ça, on verra quand on y sera. Il reste 2 minutes. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur cette récurrence? Non? Ça va pour tout le monde? Ou pas? Ceux qui sont à distance, ça les suivre. Bon, alors, pour la fois prochaine, ce que je vous propose de faire, c'est de réfléchir un petit peu à la question 2, qui est l'arbre des appels. Alors ça, c'est un truc, c'est pas très dur, mais c'est quelque chose du style, quand on va appeler f de n, eh ben, on est obligé d'appeler f de n-1, f de n-2 et f de n-3. Et du coup, pour appeler f de n-1, il faut appeler plusieurs trucs, etc. Comme ça. Essayez de faire l'arbre complet. C'est ça la question, qui commence d'abord à f de 3 et ensuite à f de 4. Ok? Réfléchissez un petit peu. On corrige ça la fois suivante. C'est pas très dur. Ce que je vais faire, je vais couper l'enregistrement. Attendez 2 secondes. Je vais tout casser.